Je m'appelle Alice Dubois, j'ai 26 ans, et depuis 3 ans, j'élève les 4 enfants de ma sœur comme si c'étaient les miens. Mon entreprise de pâtisserie a fait faillite, me laissant sans un sou. Alors, j'ai emménagé chez elle pour tout recommencer. Mais au lieu de reconstruire ma vie, je suis devenue sa nounou non rémunérée, cuisinant, conduisant et élevant les enfants pendant qu'elle travaillait la nuit et était à peine présente. Je jonglais avec un emploi à temps partiel dans un café et des cours de design graphique le soir, poursuivant un rêve qui semblait chaque jour plus lointain. Puis, une nuit, elle a lâché une bombe, je suis de nouveau enceinte. Un 5e enfant. Mon estomac s'est noué. J'avais tout abandonné. Mes économies, mes objectifs, ma liberté, et maintenant un autre bébé. J'en avais assez. Je ne peux plus continuer comme ça, ai-je lâché, la voix tremblante, en me précipitant dans ma chambre. Son visage s'est durci comme si je l'avais trahi. J'ai décidé sur le champ de déménager pour enfin vivre pour moi-même, mais elle ne l'a pas laissé passer facilement. Sa réaction a été explosive et les choses ont rapidement dégénéré. Ce qui s'est passé ensuite a bouleversé notre famille. Si vous vous êtes déjà senti piégé à porter le fardeau de quelqu'un d'autre, racontez votre histoire dans les commentaires. Cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et activez la cloche pour voir comment ce drame se déroule. Vous ne croirez pas ce qu'elle a fait. Avec le recul, chaque jour passé avec les enfants de ma sœur ressemblait à une bataille sans fin. Je me réveillais au chaos habituel. Mon réveil sonnait à 5h30 et je me traînais hors du lit pour préparer les enfants. L'aîné, Lucas, 15 ans, se disputait déjà avec sa sœur, Léa, 12 ans, pour savoir qui aurait la dernière tartelette. « Tu as mangé la mienne hier », cria Léa en claquant le placard. J'intervins, coupant la pâtisserie en deux pendant que Hugo, 9 ans, renversait du jus d'orange sur le comptoir. Inès, 6 ans, s'accrochait à ma jambe, suppliant pour détresse avant l'école. J'avais à peine le temps d'avaler un café froid avant de les entasser dans la voiture. Le trajet jusqu'à l'école était un cirque, Lucas diffusait de la musique à fond, Léa se plaignait des maths, Hugo posait des questions aléatoires sur les dinosaures et Inès chantait faux. Au moment où je les déposais, j'avais la tête qui battait. Je me précipitais au café pour mon service de 6 heures, faisant mousser le lait et forçant des sourires pour les clients grincheux. « Pouvez-vous faire vite ?» aboya un homme en costume, comme si je ne jonglais pas déjà avec 3 commandes. Je gagnais 15 € de l'heure, à peine de quoi couvrir ma facture de téléphone et l'essence. Après le travail, je récupérais les enfants, les aidais à faire leurs devoirs et cuisinais des spaghettis tout en interrompant une autre dispute, cette fois pour savoir à qui c'était le tour de nourrir le chien. Sophie, ma sœur, travaillait de nuit au supermarché avec son petit ami, Marc. Elle était donc soit en train de dormir, soit partie. Je la croisais peut-être 10 minutes par jour où elle marmonnait « Merci d'avoir géré » avant de s'effondrer sur le canapé. Les nuits étaient ma seule échappatoire. Après avoir couché Inès et vérifié l'algèbre de Léa, j'ouvrais mon ordinateur portable pour mes cours de design graphique. J'avais toujours aimé créer des logos, rêvant de mon propre studio, mais regarder des tutoriels Photoshop à minuit me donnait l'impression de courir après un fantôme. Mes yeux brûlaient d'épuisement et je m'endormais au milieu de la leçon, me réveillant avec une batterie vide. Une nuit, Léa est entrée furtivement, me demandant pourquoi j'avais l'air si fatiguée. J'essaie juste de suivre, ai-je dit, forçant un sourire. Elle m'a serré dans ses bras, et pendant une seconde, je me suis sentie nécessaire. Mais je me suis ensuite reprise, nécessaire pourquoi ? Changer des couches, faire du covoiturage, essuyer des larmes. Ce n'était pas ma famille. J'ai commencé à réaliser à quel point je portais un lourd fardeau. Lucas avait besoin d'être conduit à l'entraînement de football. Léa avait un récital de danse que je ne pouvais pas manquer. Le projet scientifique de Hugo était à rendre. Et l'asthme d'Inès signifiait des allers-retours constants à la pharmacie. Je dépensais mes économies, 3 000 € de ma pâtisserie ratée, pour leur fourniture scolaire et leur visite chez le médecin. Sophie contribuait parfois, mais son argent servait au loyer et aux courses. Marc, qui travaillait les mêmes horaires, n'offrait jamais un sou. « Tu es si bonne avec eux », disait Sophie, comme si c'était un compliment. Mais ce n'en était pas un. C'était un piège. Je vivais sa vie, pas la mienne.
Un soir, j'ai appelé Clara, ma meilleure amie, pour me défouler. Je me noie, lui ai-je dit en faisant les 100 pas dans la cuisine pendant que les enfants regardaient la télévision. Clara, qui gérait ses propres projets de design graphique, n'y est pas allée par 4 chemins. Tu n'es pas leur mère, Alice. Tu ne peux pas continuer à mettre tes rêves en veilleuse. Ces mots m'ont frappé de plein fouet. J'ai regardé mon ordinateur portable ouvert sur un projet de logo inachevé et j'ai réalisé que je n'avais rien soumis depuis des semaines. Mes professeurs m'envoyaient des emails concernant les délais manqués et j'étais en retard. Les enfants n'étaient pas le problème. J'aimais leur chaos, leur bizarrerie, les blagues sarcastiques de Lucas, les sourires timides de Léa, les questions interminables de Hugo, les câlins collants d'Inès, ils étaient ma famille. Mais je n'étais pas leurs parents. Sophie l'était, et elle était à peine là. Marc aussi agissait comme si les enfants étaient ma responsabilité. Je l'entendais plaisanter avec Sophie à propos du travail d'équipe, mais leur travail d'équipe signifiait que je faisais tout. J'ai commencé à calculer, 10 heures par jour avec les enfants, 6 au travail, 3 pour les cours. Cela laissait peut-être 5 heures de sommeil si j'avais de la chance. Mon rêve de designer à temps plein, de construire quelque chose pour moi-même, s'éloignait. Une nuit, après qu'Inès se soit endormie en pleurant à cause d'un doudou perdu, je me suis assise seule, fixant mon carnet de croquis. Je n'avais dessiné que des bonshommes allumettes pour elle ces derniers temps, pas les designs audacieux que je créais autrefois. J'ai serré ma poitrine. Je n'étais pas juste fatiguée, j'étais en train de disparaître. Chaque jour que je passais à élever les enfants de Sophie était un jour de plus loin de la personne que je voulais être. Je les aimais, mais je ne pouvais pas continuer à me sacrifier. Il fallait que quelque chose change. Et vite. Une semaine plus tard, je pliais le linge quand Sophie a fait irruption par la porte. Son visage s'est illuminé d'un sourire que je n'avais pas vu depuis des mois. Juste derrière elle se trouvait Marc, son nouveau petit ami, portant une boîte à pizza et l'air satisfait. Nous avons une nouvelle, a dit Sophie, sa voix perçante d'excitation. Elle a attrapé ma main, me tirant vers le canapé. Je suis enceinte. Un 5e enfant. Tu y crois? Marc a hoché la tête, jetant la pizza sur la table comme si c'était une célébration. Ma mâchoire s'est serrée, mais j'ai forcé un sourire, marmonnant, « Waouh, félicitations !» À l'intérieur, j'étais bouleversée. Un autre enfant. J'étais déjà à bout de force, et ils agissaient comme si c'était mon travail de me réjouir. Cette nuit-là, pendant le dîner, Sophie a lâché la vraie bombe. Nous avons parlé, a-t-elle dit, jetant un coup d'œil à Marc, qui s'est adossé avec un sourire narquois. Tu es si bonne avec les enfants, Alice. Nous avons besoin que tu t'impliques davantage. Peut-être que tu pourrais quitter le café pour te concentrer sur eux à temps plein. Je me suis figée, ma fourchette à mi-chemin de ma bouche. Quitter mon travail, ai-je répété, ma voix basse. Marc a haussé les épaules, oui, nous sommes débordés au supermarché. Avec le bébé qui arrive, nous ne pouvons pas tout gérer. Sophie a ajouté, de plus, nous sommes à court d'argent. Tu pourrais contribuer 300 € par mois pour le loyer. C'est juste puisque tu vis ici. Mon pouce est accéléré. 300 €. J'arrivais à peine à joindre les deux bouts, versant mes économies dans les besoins de leurs enfants. J'ai essayé de rester calme, je fais déjà tout, les trajets scolaires, les repas, les devoirs. Je ne peux pas quitter mon travail. Les yeux de Sophie se sont plissés, tu es ici, tu manges notre nourriture, tu utilises notre espace. Tu nous dois, a ajouté Marc. C'est juste temporaire. Nous nous en sortirons après le bébé. Son ton désinvolte m'a fait bouillir le sang. Temporaire. J'étais leur béquille depuis 3 ans. J'ai repoussé mon assiette, me levant. J'ai besoin d'y réfléchir, ai-je dit en sortant avant de dire quelque chose que je regretterais. Le lendemain, j'ai appelé Clara pendant que les enfants étaient à l'école. Ils veulent que je quitte mon travail et que je paie un loyer, ai-je dit, ma voix tremblante de colère. Ils agissent comme si j'étais leur femme de ménage à domicile. Clara n'a pas hésité, ils t'utilisent, Alice. Tu n'es pas leur employé. Et tes cours de design? Ton avenir? Ces mots m'ont piqué, mais ils étaient vrais.
J'avais été tellement absorbée à maintenir leur famille à flot que j'avais oublié mes propres objectifs. J'ai raccroché, fixant mon ordinateur portable où un projet de logo inachevé était resté intact. J'étais en retard. Et pourquoi? Pour jouer à la maman pour les enfants de Sophie. Au cours des jours suivants, Sophie et Marc ont continué à faire pression. Pense aux enfants, a dit Sophie un matin, me tendant une liste de nouvelles tâches, courses, rendez-vous médicaux pour l'asthme d'Inès, frais de football. Marc a même suggéré que je vende mon ancien équipement de pâtisserie pour aider. Je voulais crier. Ils ne demandaient pas de l'aide. Ils exigeaient que j'abandonne ma vie. J'ai commencé à remarquer comment ils esquivaient leurs responsabilités. Sophie dormait pendant les disputes des enfants, me laissant arbitrer. Marc traînait après le travail, plaisantant avec Sophie pendant que je préparais le dîner. J'étais invisible pour eux, juste un outil pour leur faciliter la vie. Un soir, Lucas m'a surprise en train de ranger mon ordinateur portable après une longue séance d'études. « Ça va ?» a-t-il demandé, son sarcasme habituel disparu. J'ai hésité, puis j'ai dit « J'essaie ». Il a hoché la tête comme s'il comprenait plus que je ne le pensais. Les enfants n'étaient pas aveugles. Ils voyaient tout ce que je faisais. Mais Sophie et Marc, eux, agissaient comme si c'était mon devoir. Je suis allée me coucher cette nuit-là, l'esprit en effervescence. Je ne pouvais plus continuer comme ça. Mes économies diminuaient. Mes cours prenaient du retard. Et mon rêve de designer s'estompait. Je devais trouver un moyen de m'en sortir. Pas seulement pour moi, mais pour montrer aux enfants que je ne les abandonnais pas. J'ai commencé à consulter les annonces de location en ligne, mes doigts tremblants en tapant. 300 € par mois. Je préférerais les dépenser pour un endroit à moi. Je n'étais pas leur servante, et j'en avais assez de les laisser me traiter comme telle. Le lendemain soir, j'aidais Léa avec ses devoirs d'histoire quand Sophie a fait irruption dans la cuisine, les bras croisés. « Nous devons parler ?» a-t-elle claqué, sa voix perçant le silence. J'ai posé le manuel, me préparant. « Qu'y a-t-il » ai-je demandé, gardant mon ton calme. Sophie n'a pas perdu de temps, tu ne fais pas ta part, Alice. Je t'ai demandé de t'impliquer davantage, et tu travailles toujours ces quarts de travail au café. C'est irresponsable. J'ai eu le souffle coupé. Irresponsable. Je dirigeais son foyer depuis des années. Je fais tout ce que je peux, ai-je dit, ma voix tranchante. Je cuisine, nettoie, conduis les enfants tous les jours. Sophie a levé les yeux au ciel, ce n'est pas suffisant. Avec le bébé qui arrive, nous avons besoin de toi ici, pas que tu poursuives un diplôme pour un passe-temps. Je me suis levée, ma chaise raclant le sol. Mes cours de design ne sont pas un passe-temps. C'est mon avenir. Sophie a ri d'un rire froid et amer. Avenir? Tu vis dans ma maison, tu manges ma nourriture. Tu penses que tu es trop bien pour nous maintenant? Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Je voulais riposter, mais Léa nous regardait, les yeux écarquillés. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne suis pas ta servante, Sophie. Je t'ai donné 3 ans de ma vie. Elle s'est approchée, sa voix basse, si tu n'es pas à fond, peut-être que tu ne devrais pas être ici du tout. Je me suis figée. Me chassait-elle? Avant que je puisse répondre, elle s'est retournée et est partie, me laissant tremblante de colère. J'ai attrapé mon téléphone et appelé Clara, faisant les 100 pas dans le jardin. Elle m'a traité d'irresponsable, ai-je dit, ma voix serrée. Elle pense que je lui dois toute ma vie. La voix de Clara était calme mais ferme. Alice, tu dois fixer des limites. Tu n'es pas son employée ni sa mère. Tu mérites ton propre espace, tes propres objectifs. J'ai hoché la tête même si elle ne pouvait pas me voir. Je sais, mais les enfants, ils ont besoin de moi. Clara m'a coupé, ils ont besoin de leur mère, pas que tu sacrifies tout. Trouve un endroit à toi. Tu as des économies, n'est-ce pas? Ces mots ont allumé une étincelle. J'avais été tellement concentrée sur les exigences de Sophie que je n'avais pas pensé à ce que je pouvais faire pour moi-même. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des appartements à Paris. J'ai trouvé quelques annonces, de petits studios en centre-ville, autour de 1 500 € par mois.
Mes économies, 3000 € de mon ancienne pâtisserie, pouvaient couvrir un acompte et le premier mois de loyer. Je devrais garder mon emploi au café, peut-être prendre des quarts supplémentaires. J'ai commencé à faire des calculs, mon cœur battant d'un mélange de peur et d'excitation. Je pouvais y arriver. Je le devais. Mais les visages des enfants continuaient de clignoter dans mon esprit, l'inquiétude silencieuse de Lucas, les câlins timides de Léa, le bavardage incessant de Hugo, les mains collantes d'Inès. Les quitter leur ferait du mal. Mais rester signifiait me perdre. Le lendemain, j'ai fait asseoir Lucas après l'école. Je pense à déménager, ai-je dit, observant son visage. Il a froncé les sourcils, tripotant son sweat à capuche. À cause de maman, a-t-il demandé. J'ai hoché la tête, j'ai aussi besoin de vivre ma vie. Mais je serai toujours là pour vous, juste différemment. Il n'a pas dit grand-chose, mais je pouvais dire qu'il était en train de digérer l'information. J'ai passé la soirée à établir un budget, 1500 € pour le loyer, 500 pour les charges et la nourriture, 200 pour mes cours. Mon salaire au café, 15 € de l'heure, 30 heures par semaine, couvrirait à peine tout si je faisais des économies. Je devrais me priver de nouveaux vêtements, de sorties au restaurant, de tout extra. Sophie a remarqué ma distance au cours des jours suivants. Tu agis bizarrement, a-t-elle dit un matin, me surprenant à consulter des annonces sur mon téléphone. Je n'ai pas levé les yeux. Juste des projets, ai-je dit, ma voix monocorde. Elle a ricané, des projets pour nous laisser tomber. Typique. Ces mots m'ont piqué, mais je n'ai pas riposté. J'en avais fini de me battre à ces conditions. Clara m'a envoyé un message plus tard pour prendre de mes nouvelles. Tu fais ce qu'il faut, a-t-elle écrit. Ne la laisse pas te faire culpabiliser. Je me suis accrochée à ça, sachant que je devais me libérer. Je ne quittais pas seulement une maison. Je reprenais ma vie en main. À la fin de la semaine, j'avais une liste d'appartements à visiter et un plan pour y arriver, quoi que Sophie me réserve ensuite. Quelques jours plus tard, je me suis éclipsée après avoir déposé les enfants à l'école pour visiter ma première annonce d'appartement à Paris. Le studio était petit, juste une seule pièce avec une minuscule kitchenette, mais c'était à moi d'imaginer un espace où je pouvais respirer, travailler sur mes créations, être moi-même. Le propriétaire a annoncé 1500 € par mois plus un acompte. J'ai hoché la tête, serrant mon téléphone où j'avais enregistré des captures d'écran de 3 autres annonces. Mes économies, 3000 € de mon ancienne pâtisserie, couvriraient le déménagement, mais je devrais faire attention à chaque centime. De retour chez Sophie, j'ai gardé mes projets secrets, esquivant ses regards perçants. Je n'étais pas prête pour une autre dispute, pas encore. Au lieu de cela, je me suis concentrée sur la préparation des enfants, en commençant par Lucas. Après le dîner, je l'ai pris à part pendant que Léa aidait Hugo avec un puzzle. Lucas, nous devons parler, ai-je dit, lui tendant un carnet. Si je déménage, tu devras t'impliquer davantage. Ses yeux ont lancé des éclairs de colère. Tu nous quittes à cause de maman, n'est-ce pas, a-t-il claqué, jetant le carnet sur la table. J'ai gardé ma voix calme, je ne te quitte pas. Je t'apprends à gérer les choses. Je lui ai montré comment faire une liste de courses, planifier des repas simples comme des tacos et vérifier l'inhalateur d'asthme d'Inès. Il a grommelé, mais a écouté, griffonnant des notes. Tu as 15 ans, ai-je dit. Tu es intelligent. Tu peux le faire. Sa mâchoire s'est serrée, mais il n'a pas discuté. Léa nous a entendus et m'a accosté plus tard, sa voix petite, tu déménages parce que nous sommes trop, a-t-elle demandé en tordant ses cheveux. Mon cœur s'est serré. Non, Léa, ce n'est pas vous. J'ai juste besoin de mon propre espace. Elle m'a serré dans ses bras, son visage enfoui dans mon épaule, et j'ai senti ses sanglots silencieux. Je l'ai serré fort, promettant de rester proche. Hugo et Inès étaient plus délicats. À 9 et 6 ans, ils ne comprenaient pas tout. Au petit déjeuner, j'ai expliqué que je pourrais vivre ailleurs bientôt. Hugo a froncé les sourcils, remuant ses céréales. Qui va m'aider avec mon projet scientifique, a-t-il demandé. La lèvre d'Inès a tremblé, tu vas toujours me tresser les cheveux? Je les ai rassurés en leur promettant de leur rendre visite, mais leurs regards confus sont restés.
J'ai passé les jours suivants à visiter d'autres appartements. L'un avait vue sur un parc. Un autre était plus proche du café. J'ai réduit mon choix à un studio que je pouvais me permettre, faisant les calculs dans ma tête. Mon travail rapportait environ 1800 € par mois, assez pour le loyer, les charges et la nourriture si je supprimais les extras. Je devrais suspendre mes cours de design pendant un mois pour économiser de l'argent, mais je pourrais les reprendre ensuite. Clara a appelé pour prendre de mes nouvelles, ravie que j'avance. Tu reprends le contrôle, a-t-elle dit. Les enfants iront bien. Ils ont ton exemple. Ces mots m'ont donné de la force, mais les réactions des enfants pesaient lourd. Un soir, j'ai appris à Lucas comment utiliser la machine à laver. Charge-la comme ça, ai-je dit en lui montrant comment mesurer le détergent. Il a levé les yeux au ciel, mais a fait attention. Maman ne fait jamais ça, a-t-il marmonné. J'ai hoché la tête, restant silencieuse. Lucas commençait à voir l'absence de Sophie, et cela lui faisait plus de mal qu'il ne le laissait paraître. Léa restait proche, aidant Inès avec les histoires du soir, mais ses yeux étaient rouges. Hugo continuait de demander quand je viendrais, et Inès s'accrochait à moi, chuchotant, « Ne va pas loin ». Je me sentais déchirée, mais je ne pouvais pas reculer. À la fin de la semaine, j'avais programmé la signature du bail pour le studio. J'ai fait une petite valise, fermé mon ordinateur portable, quelques croquis, les gardant cachés dans mon placard. Sophie n'avait rien remarqué, trop occupée avec Marc ou à se remettre de ses quarts de travail. J'ai dit aux enfants que je déménagerais bientôt, mais j'ai promis d'appeler tous les jours et de venir souvent. La colère de Lucas s'est adoucie en un acquiescement à contre-cœur. Léa m'a donné un dessin de nous ensemble, sa façon de dire qu'elle me manquerait. Hugo et Inès semblaient toujours perdus, mais j'espérais qu'ils comprendraient avec le temps. Je ne les abandonnais pas. Je leur montrais comment se défendre. En finalisant mes plans, j'ai ressenti une lueur d'espoir. J'étais prête à franchir cette étape, même si cela signifiait affronter seule ce qui viendrait ensuite. La semaine suivante, j'ai transporté ma dernière boîte dans mon nouveau studio à Paris. Il était petit, avec juste un matelas et un bureau, mais c'était mon propre espace, un nouveau départ. J'ai installé mon ordinateur portable et quelques croquis, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. J'ai envoyé un SMS rapide à Lucas, Hugo et Inès, promettant une soirée pizza bientôt. Sophie ne m'avait pas parlé depuis que j'avais signé le bail, son indifférence, un soulagement après des mois de tension. Je pensais avoir laissé le chaos derrière moi, mais je l'avais sous-estimé. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. C'est l'officier Girard du commissariat de Paris, a dit une voix calme. Mon estomac s'est noué. Nous avons reçu une plainte. Pouvez-vous nous rencontrer à l'adresse de votre sœur? J'y suis allée, l'esprit en ébullition. Quand je me suis arrêtée, 2 officiers se tenaient dehors, l'officier Girard, un dossier à la main, et l'officier Martin scannant la rue. Sophie était sur le porche, son visage rougi de rage. Elle a volé 500 € et a saccagé nos affaires, a crié Sophie en me pointant du doigt. La machine à laver est cassée et le canapé est déchiré. J'ai cligné des yeux, choquée. Je n'ai rien pris, ai-je dit, ma voix ferme. J'ai déménagé proprement. L'officier Girard a haussé un sourcil, voyons les dégâts, a-t-il dit. Sophie nous a fait entrer, montrant un canapé avec un coussin déchiré et une machine à laver qui ne démarrait pas. Elle a fait ça avant de partir, a insisté Sophie. J'ai secoué la tête, je n'ai pas touché à vos affaires. J'ai été chez moi toute la semaine. L'officier Martin a examiné le canapé, notant d'anciennes taches sous la déchirure. Ça n'a pas l'air récent, a-t-il dit. Il a vérifié la machine à laver, trouvant un fil lâche. Ça pourrait être de l'usure, a-t-il ajouté. Je me suis tournée vers Sophie, tu sais que je n'ai rien volé. Fouille ma voiture, mon appartement. Vas-y. L'officier Girard a regardé Sophie, vous déclarez un vol et du vandalisme. Avez-vous des preuves? Sophie a hésité, ses yeux fuyants. L'argent était dans ma commode, a-t-elle marmonné. Elle savait où il était. Avant que je puisse répondre, Lucas est entré dans la pièce, le visage tendu. J'ai besoin de parler, a-t-il dit, jetant un coup d'œil aux officiers.
Mon cœur a battu la chamade. Que tramait-il? Lucas a fait face à l'officier Girard, maman invente tout ça. Ce canapé est déchiré depuis des mois. Hugo a renversé du jus dessus l'été dernier. La machine à laver est tombée en panne il y a des semaines parce que maman l'a surchargée. Et l'argent? Elle l'a dépensé pour les courses et n'a jamais rien dit à personne. Les yeux de Sophie se sont écarquillés. Lucas, ça suffit, a-t-elle claqué, mais sa voix tremblait. Lucas n'a pas reculé, Alice a été plus une mère que toi. Elle a payé nos fournitures scolaires, nous a conduits partout pendant que toi et Marc étiez à peine là. Je l'ai regardé, ma poitrine serrée. L'officier Martin a pris des notes, son expression neutre. Donc, pas de vol ni de dégâts récents, a-t-il demandé à Lucas. Non, a dit Lucas en croisant les bras. Maman est juste en colère qu'Alice ait déménagé. Le visage de Sophie a rougi, mais elle est restée silencieuse. L'officier Girard a soupiré. Madame, les fausses déclarations sont un problème. Nous laisserons passer cette fois, mais ne nous appelez pas à moins que ce ne soit réel. Les officiers m'ont fait un signe de tête et sont partis. J'ai pris Lucas à part dans l'allée. Tu n'avais pas besoin de faire ça, ai-je dit, ma voix douce. Il a haussé les épaules, donnant un coup de pied à un caillou, tu ne mérites pas ça. Tu as toujours été là pour nous. Je l'ai serré dans mes bras, luttant contre les larmes. De retour à mon studio, j'ai appelé Clara, toujours secouée. Sophie a essayé de m'accuser de vol et de vandalisme, ai-je dit en faisant les 100 pas. Lucas les a remis à leur place, mais j'en ai fini avec ces jeux. La voix de Clara était tranchante, elle s'en prend à toi parce qu'elle perd le contrôle. Garde tes distances. J'ai acquiescé, fixant mon appartement vide. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi, libre des mensonges de Sophie. Ce soir-là, j'ai envoyé un SMS à Léa pour prendre de ses nouvelles. Léa a envoyé une photo de son dernier dessin, Hugo a demandé à venir, et Inès a supplié pour une histoire au téléphone. J'ai promis de les voir bientôt, mais les accusations de Sophie avaient tout changé. Les mots de Lucas m'ont frappé de plein fouet, elle et Marc étaient à peine là. Les enfants méritaient mieux, et je ne pouvais pas continuer à cacher les échecs de Sophie. Je me suis assise à mon bureau, esquissant un nouveau logo, mes mains stables pour la première fois depuis des mois. Sophie pouvait essayer de me saboter, mais je construisais quelque chose de nouveau, et personne ne pouvait me l'enlever. 2 semaines plus tard, mon téléphone s'est allumé avec un appel de Lucas. Sa voix était tremblante, maman est à l'hôpital. Quelque chose à propos de sa grossesse. Les enfants paniquent. J'ai figé ma tasse de café à mi-chemin de mes lèvres. Malgré tout, les accusations de Sophie, ses mensonges, j'ai pensé aux câlins larmoyants de Léa, aux tresses d'Inès, au bavardage de Hugo. Il ne méritait pas ça. Je me suis rendue à l'hôpital, l'esprit en ébullition. Une doctoresse, la docteure Leroy, m'a rencontrée dans la salle d'attente. Votre sœur souffre d'un placenta pévia, a-t-elle expliqué. Elle a besoin d'un repos au lit, peut-être jusqu'à l'accouchement. J'ai hoché la tête, la poitrine serrée. 3 mois, c'est ce dont elle aurait besoin. J'ai trouvé Sophie dans sa chambre, pâle et silencieuse, un contraste frappant avec son énergie habituelle. Les enfants ont besoin de toi, a-t-elle dit, me regardant à peine. Je voulais m'en aller, mais l'appel de Lucas résonnait dans ma tête. J'aiderai, ai-je dit, ma voix calme. Mais seulement pour les enfants et à mes conditions. Sophie a froncé les sourcils, mais je n'ai pas vacillé, je garde mon travail, mon appartement, et je ne te paierai pas un centime. Je resterai 3 mois maximum pour aider les enfants à traverser ça. Elle a hoché la tête, trop fatiguée pour discuter. Je n'étais pas là pour elle. J'étais là pour Lucas, Léa, Hugo et Inès. De retour à la maison, les enfants étaient en désordre. Léa s'est accrochée à moi, chuchotant, « Maman va bien ?» Je l'ai serrée dans mes bras, promettant que la docteure Leroy s'occupait d'elle. Hugo continuait de demander pourquoi Marc n'était pas à la maison, et Inès refusait de dormir sans moi à proximité. Lucas essayait de tenir bon, mais ses poings serrés trahissaient son inquiétude. La maison donnait l'impression qu'une tempête avait frappé, vaisselle entassée dans l'évier, linge débordant, devoirs éparpillés. Marc était introuvable,
ses quarts de travail au supermarché s'étirant plus longtemps que d'habitude. Quand je l'ai finalement vu, il parlait à peine, attrapant une bière et disparaissant au garage. Il est comme ça depuis que maman est malade, a marmonné Lucas. J'ai pris les choses en main, mais pas comme avant. J'ai montré à Lucas comment partager les tâches avec Léa, la vaisselle pour elle, le linge pour lui. Vous êtes l'équipe maintenant, leur ai-je dit. Hugo et Inès ont eu des tâches plus simples, comme ranger leur chambre. Je me suis tenue à mes conditions, me rendant après mes quarts de travail au café pour préparer le dîner et vérifier les devoirs. J'ai refusé de dormir là, retournant à mon studio chaque nuit. Un soir, Léa a demandé « Pourquoi tu ne peux pas rester ?» Je me suis agenouillée à côté d'elle, « Je suis là pour toi, mais j'ai besoin de mon propre espace. » Elle a hoché la tête, mais ses yeux étaient tristes. La distance de Marc a empiré les choses. Il rentrait tard, reconnaissant à peine les enfants. Une nuit, j'ai trouvé Inès en pleurs parce qu'il avait oublié sa pièce de théâtre scolaire. Il avait dit qu'il serait là, a-t-elle sangloté. Je l'ai tenu, ma colère contre Marc bouillonnant. Lucas a entendu et a ricané, il a abandonné. Il l'a toujours fait. Je n'ai pas discuté. Lucas avait raison. La famille s'effondrait et je ne pouvais pas la réparer, pas entièrement. Je me suis concentrée sur le maintien de la stabilité des enfants, m'assurant qu'ils mangeaient, dormaient et se sentaient en sécurité. Clara a pris de mes nouvelles un après-midi pendant que j'aidais Hugo avec les maths. Tu en fais trop encore, a-t-elle prévenu au téléphone. Ne les laisse pas te ramener. J'ai soupiré, c'est juste 3 mois pour les enfants. J'ai des limites cette fois. Clara n'était pas convaincue, méfie-toi de Sophie. Elle s'appuiera sur toi quand elle sera sortie. Je savais qu'elle avait raison, mais les visages des enfants me faisaient tenir. Je n'étais pas leur mère, mais je ne pouvais pas les laisser s'effondrer. Au 2e mois, j'avais pris un rythme de travail, aidé les enfants, puis retourné à mon studio. Sophie appelait parfois pour des nouvelles, mais je faisais court. L'absence de Marc devenait plus lourde. Il marmonnait des excuses sur les heures supplémentaires, mais ne participait jamais. Lucas s'est impliqué, gérant les courses et calmant les cauchemars d'Inès, mais je voyais la tension dans ses yeux. Une nuit, il a avoué, « J'ai peur pour maman, mais je suis en colère aussi. Elle n'est jamais là, même quand elle n'est pas malade. » J'ai hoché la tête, le cœur serré pour lui. Je ne pouvais pas rester éternellement, mais pour l'instant, j'allais maintenir les choses. En rentrant chez moi, mes croquis m'attendant sur mon bureau, j'ai ressenti une tranquille détermination. J'aidais, mais je ne me perdrais plus. 3 mois plus tard, Sophie est sortie de l'hôpital, son nouveau-né dans les bras. J'avais tenu ma promesse d'aider les enfants pendant son repos forcé, mais j'en avais fini. Je l'ai rencontré à la maison une dernière fois, ma détermination inébranlable. Je pars, ai-je dit, debout dans la cuisine. J'aime les enfants, mais je ne peux plus faire partie de ça. Les yeux de Sophie se sont plissés. Tu nous abandonnes encore, a-t-elle claqué. J'ai secoué la tête, j'en ai donné assez. Tu es leur mère. Prends tes responsabilités. Elle n'a pas répondu, se contentant de se détourner. C'était tout. Je suis sortie, coupant définitivement le cordon. Je ne pouvais pas laisser les enfants en plan, cependant. Lucas, Léa, Hugo et Inès méritaient mieux que le désordre de leurs parents. J'ai appelé Clara, qui vivait plus près d'eux. Peux-tu être leur ligne de vie, ai-je demandé. Elle a accepté sans hésiter. J'ai commencé à lui envoyer 50 € par mois de mon salaire du café pour couvrir les fournitures scolaires ou les collations des enfants. Clara a mis en place des appels vidéo 2 fois par semaine et je guidais Lucas à travers l'algèbre ou aidais Léa avec les plans de dissertation. Hugo adorait me montrer ses projets scientifiques et Inès bavardait sur ses dessins. Ce n'était pas la même chose que d'être là, mais cela nous maintenait connectés sans que le chaos de Sophie ne me tire en arrière. Des nouvelles me sont parvenues par Clara que la vie de Sophie s'effondrait. Son emploi au centre d'appel l'avait laissé tomber, trop de quarts manqués pendant sa convalescence. Marc a fait ses valises un soir et est parti sans explication, juste disparu. Lucas a dit à Clara que leur voisin avait cessé de venir, lassé des excuses et du drame de Sophie. Les enfants luttaient, mais je ne pouvais pas réparer leurs parents.
Je me suis concentrée sur ce que je pouvais faire, envoyer un peu d'argent, prendre des nouvelles par l'intermédiaire de Clara, encourager Lucas à garder les plus jeunes sur la bonne voie. Ça faisait mal d'entendre la voix de Léa se briser pendant nos appels, mais je savais que rester loin de Sophie était le seul moyen de me protéger. Pendant ce temps, je me suis lancée à fond dans le freelancing. Je suivais des cours de design en ligne, et une camarade de classe m'a mise en contact avec une petite entreprise ayant besoin d'un logo. Ce travail a conduit à un autre, puis à la refonte du site web d'un café local. À la fin du mois, j'avais 3 clients réguliers, suffisamment pour quitter le café. Je passais mes journées à esquisser, à ajuster des mises en page et à proposer des idées. Mon petit studio était maintenant tapissé de mood boards et d'échantillons de couleurs. Pour la première fois, j'avais l'impression de construire quelque chose de réel, quelque chose de moi. Un client m'a payé 500 € pour un forfait de branding, et j'ai failli pleurer. C'était plus que ce que j'avais gagné en une semaine au café. Clara me tenait au courant des enfants, mais elle m'a aussi mise en garde contre Sophie. Elle a posé des questions sur toi, a dit Clara lors d'un appel. Elle dit que tu lui dois pour tout ce qu'elle a fait. J'ai ri amèrement, elle ne peut plus me faire culpabiliser. J'avais appris ma leçon après son coup monté avec la police. J'ai dit à Clara de garder mon numéro privé et de ne transmettre que les messages des enfants. Lucas m'a envoyé un SMS un soir disant que Sophie avait du mal à payer ses factures. Et j'ai envoyé 20 € supplémentaires à Clara pour les courses, mais je n'ai pas contacté Sophie. Elle avait fait ses choix. Les enfants étaient ma priorité, même à distance. J'ai envoyé à Léa un carnet de croquis pour son anniversaire, et elle m'a envoyé un dessin de nous ensemble, légendé « Meilleure tante ». Hugo a appelé pour me dire qu'il avait gagné un prix à la foire scientifique, et je l'ai encouragé à travers l'écran. Inès demandait des histoires au téléphone, sa voix plus joyeuse quand j'inventais des fins farfelues. Lucas était plus silencieux, portant trop de fardeau pour un adolescent de 15 ans. « Maman n'essaie pas », a-t-il admis une fois. Je lui ai dit de se concentrer sur l'école et lui ai promis que je serais toujours là, juste pas dans la maison de Sophie. Alors que mon travail en freelance se développait, j'ai décroché un contrat avec une start-up parisienne pour concevoir toute leur campagne de marketing. C'était épuisant, des nuits tardives, des révisions sans fin, mais cela rapportait suffisamment pour couvrir mon loyer et économiser un peu. Je n'étais pas riche, mais j'étais libre. Le monde de Sophie s'écroulait, et une partie de moi ressentait le poids de sa chute, mais je ne pouvais plus la porter. Les enfants avaient Clara, et ils m'avaient, d'une manière qui comptait. J'ai regardé ma dernière création lumineuse sur l'écran de mon ordinateur portable et j'ai ressenti une vague de fierté. J'avais construit cette vie à partir de rien, et personne ne pouvait me l'enlever.